Bonjour, alors la leçon phénomène d'interférence. Alors le phénomène d'interférence c'est un phénomène ondulatoire, c'est un phénomène qui a lieu quand on est en présence d'ondes. Alors je vais prendre deux petits exemples. Le son c'est une onde. Alors quand on superpose deux sons, on a deux sources sonores. Ces sources sonores, ces sons se superposent dans certaines conditions. Alors, ce qui semble logique quand deux sons se superposent, c'est que ça fait plus de sons. Mais dans certaines conditions, ça fait une absence de son ou une réduction de son. Voilà. Autre exemple avec la lumière. La lumière, c'est des ondes. Donc, si on a deux sources lumineuses, on superpose les deux faisceaux lumineux, on les superpose. Donc, en principe, ça va faire plus de lumière. Parfois, ça fait une absence de lumière dans certaines conditions. C'est ce qu'on va expliquer. Alors avant d'expliquer ce phénomène d'interférence, il faut que j'explique ce qu'on appelle le principe de superposition d'ondes et ensuite que j'explique comment visualiser une onde sonore par exemple par une courbe. Ça on n'a pas encore vu. Alors le principe de superposition d'ondes, donc je vais utiliser un fichier Excel pour ça, pour expliquer ça. Voilà le fichier Excel. Alors, donc j'ai ici, donc j'ai deux cordes, une corde rouge qui est qui est comme ça, et puis horizontale ici, et puis une corde violette horizontale et un petit peu penchée. Et sur cette corde, alors attendez, je mets ça, voilà. Sur cette corde, sur la corde est horizontale comme ça. La corde rouge, je vais provoquer une onde. Attendez, parce que là, vous n'allez pas me voir. Voilà, je provoque une onde, et donc du coup, je vais avoir une onde qui va se propager dans ce sens-là. Avec la corde violette, je provoque une onde, et l'onde se propage. Voilà, donc je monte. Voilà. Donc je provoque, voilà. Donc là, voilà, je provoque une grosse perturbation sur la rouge, une petite perturbation sur la violette. Voilà, donc c'est deux cordes différentes. Donc on regarde d'abord ça, ça on regardera après. Voilà, donc les deux perturbations se croisent, voilà, elles se croisent normalement puisque c'est pas la même corde. D'accord? Voilà. Alors maintenant je reviens au point de départ, voilà, et cette fois-ci, les deux ondes, les deux perturbations, je vais les créer sur une même corde, la corde verte. Alors maintenant, on regarde à droite. Voilà, donc c'est la même corde, une perturbation à gauche, une perturbation à droite. Les deux perturbations se superposent, se propagent, et à un moment donné, il va y avoir une intersection. Et donc du coup, la corde, elle va avoir une certaine forme, puisque c'est donc les deux ondes qui se superposent. Donc voilà, voilà ici comme ça, voilà la forme de la corde quand les deux perturbations se superposent. Alors, comment expliquer comment retrouver cette forme? Eh bien, donc maintenant on regarde ici, eh bien, vous voyez là, je l'ai mis en pointillé là, j'espère que vous le verrez ça, donc la courbe en pointillé verte, elle est là. Comment on trouve cette courbe? Eh bien, on comprend bien que cette courbe en pointillé, elle est due à la somme algébrique, avec un signe moins, de cette courbe-là et de cette courbe-là. D'accord? Alors ces hauteurs, on appelle ça des élongations. Donc pour trouver l'élongation de cette élongation-là, la hauteur, pour trouver cette élongation-là, eh bien on prend l'élongation de la rouge, qui est grande, et on retranche l'élongation de la violette, puisqu'elle est en bas, et on trouvera cette hauteur-là. Voilà, ça, on appelle ça le principe de superposition de deux ondes. L'élongation résultante est égale à la somme des élongations de chacune des deux ondes. Alors l'élongation algébrique, elle peut être négative. Voilà, c'est ce que j'ai écrit dans le cours ici. Voilà, donc j'ai refait un schéma. Voilà. Donc ça c'est l'onde résultante. Pour trouver, voilà, donc j'ai pris, voilà, pour trouver donc cette élongation là, donc on prend l'élongation de l'onde 1 qui est positive, que j'ai appelée Y1, l'élongation de l'onde 2 ici qui est négative, et l'élongation résultante que j'ai appelée Y résultant, et bien Y résultant c'est Y1 plus Y2 avec Y2 négatif. Voilà, ça on appelle ça le principe de superposition. Voilà. Alors, donc maintenant, on va expliquer le phénomène d'interférence, mais d'abord, on va représenter donc une onde sonore par une courbe.
Alors ça, c'est le schéma que vous connaissez, hein, voilà, donc on a une onde sonore, donc une succession, donc le milieu de propagation, donc X là, est constitué d'une succession de compression, dépression, compression, dépression, compression, dépression. Voilà, et donc ça, au lieu de représenter l'onde, le milieu de propagation avec des petits points, on va le faire avec une courbe, d'accord? Donc là, on a le milieu de propagation, et que j'ai remis ici. Et donc ici, et donc sur cet axe-là, on va mettre la valeur de la pression, d'accord? Donc là, on a une surpression par rapport à la pression atmosphérique. Donc ces points d'abscisse ont une pression, une surpression, donc une pression positive, hein, ici. Voilà. Alors, la valeur 0, si vous voulez, entre guillemets, ce point de l'axe des ordonnées représente la pression atmosphérique. Donc la surpression, on va voir une pression à ce niveau-là. Ici, dépression, donc, alors qu'est-ce que... Hop. Ici, donc dépression, donc là, la pression va être inférieure à la pression atmosphérique. Voilà, supérieure, inférieure, bon, bref, vous avez compris. Voilà cette courbe-là, hein, c'est une autre façon de voir le milieu de propagation. Hein. Donc quand on voit ça, donc le milieu de propagation est ici. Donc à ce point d'abscisse, on a une surpression. À ce point d'abscisse, on a une dépression, etc. Voilà. Donc c'est ça que je vais mettre dans la leçon. Alors j'ai oublié de remettre ça. Voilà. Hop. Voilà. D'accord. Bon. Donc voilà. Il faut s'habituer à ces courbes. Alors, petite remarque, donc ici c'est le milieu de propagation, donc la distance qui sépare deux compressions consécutives, c'est la longueur d'onde. Hein. Donc entre ce point-là et ce point-là, il y a lambda, d'accord? Ou entre ce maxima-là et ce maxima-là, puisque ça représente des compressions. Voilà, donc là, les lambda, c'est un petit rappel, d'accord? La longueur d'onde. Bon, alors phénomène d'interférence, alors j'ai pris un exemple, voilà, j'ai pris un exemple. Le casque anti-bruit, comment ça fonctionne? Donc on a un bruit à l'extérieur, voilà son signal, voilà. Donc là, ça c'est le casque. Donc le bruit passe à travers le casque, mais il est atténué parce que bon, le casque est constitué d'isolant acoustique. Donc on a la même courbe, mais vous voyez, l'amplitude est plus faible, d'accord? Avec une amplitude plus faible. Alors ce bruit est enregistré, hein, il y a un petit micro qui l'enregistre. Il est enregistré et le signal électrique correspondant rentre dans un dispositif électrique, et ensuite ce signal électrique est renversé. Voilà. Et ensuite il est émis par un petit haut-parleur. Donc ce signal-là, hein, le signal qui est émis, c'est le même signal que celui-là, mais renversé. D'accord ? Et donc ces deux ondes vont dans le canal auditif et frappent le tympan de la personne. Alors j'ai fait un schéma voilà, plus simple. Voilà. Hein, ça c'est le bruit extérieur et ça c'est le signal transformé, hein, parce que là c'est un peu compliqué. Voilà, bruit extérieur et signal transformé. Et donc ces deux ondes rentrent dans le canal auditif. Et donc du coup dans le canal auditif, voilà ce qu'on a. Hein, voilà, j'ai fait les deux ondes. Hein. Donc, alors on dit que ces deux ondes sont en opposition de phase, hein, sont complètement décalées, elles sont en opposition de phase, et vous comprenez bien que si vous faites la somme des élongations, on va trouver quelque chose de nul. D'accord? Donc voilà comment le bruit est atténué, et voilà ce qu'ils ont, voilà, c'est ce qui est écrit. Alors pourquoi on a quelque chose de pas tout à fait nul? Parce que l'onde créée artificiellement n'est pas tout à fait la même, mais en opposition de phase que celle-là. Hein. Voilà, c'est pour ça. Voilà comment ça fonctionne. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Voilà. Alors, voilà. Donc j'ai pris ce cas-là pour rentrer un petit peu plus dans le détail. C'est un autre exemple. Donc j'ai un haut-parleur, voilà, qui émet un son. Voilà. Donc compression, dépression, etc. Voilà. Ça, c'est la date T1. Alors à la date T2, eh bien, ce même haut-parleur, donc il vibre. Donc les compressions vont un petit peu se propager. Hein. Cette compression va se propager, cette dépression va se propager. Donc voilà ce qu'on a. Voilà, hein, donc la compression se propage un petit peu, elle se retrouve là, cette compression à la date T2, cette dépression elle se retrouve là, cette compression elle se retrouve là, donc voilà, hein, à chaque date, les compressions se propagent, voilà, on continue, voilà, tac, 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 voilà, hein. Donc cette compression, voilà, elle se propage, voilà, elle s'éloigne ici, hein, etc. Et ce qu'on fait,
Donc ce haut-parleur, il est branché à un générateur hein, qui fait vibrer la membrane. Et sur ce même générateur, on met un autre haut-parleur. Donc du coup, les deux haut-parleurs vont vibrer exactement de la même façon. Ils vont produire exactement le même signal. Alors ce qui se passe, c'est que le deuxième haut-parleur, je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre en arrière. Comme ça. Voilà. Donc c'est le même son, hein, puisqu'ils sont branchés sur le même générateur. Et donc du coup, les deux membranes, elles vibrent d'une façon synchrone. Hein. Voilà, comme ça. Elles vibrent comme ça, les deux membranes. Donc c'est exactement la même sinusoïde, vous voyez. Et donc ici, on va voir la même sinusoïde. Voilà, la même sinusoïde. Tac, voilà, tac, 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 voilà. Et puis il y a quelqu'un qui écoute. Il y a quelqu'un qui est là, donc on met une oreille ici. Voilà, on met une oreille et il y a quelqu'un qui écoute. Alors la question est-ce qu'ils vont entendre un son important ou pas important? Là, regardez, on voit tout de suite que, alors, donc, quand les ondes sont, alors, donc, du coup, ces deux ondes, elles rentrent dans le canal auditif. Hein. Elles rentrent dans le canal auditif. Bon, je peux faire comme ça, voilà. Elles rentrent dans le canal auditif, donc ces deux ondes, voilà, elles sont comme ça, elles sont superposées en fait. Hein. D'accord? Alors on dit qu'elles sont en phase. Hein. Quand elles ne sont pas décalées, on dit que les ondes sont en phase, voilà, et elles frappent le timbre. Donc, du coup, l'élongation résultante, l'onde résultante, hein, on comprend bien qu'elle va être très importante, hein, puisque les deux ondes sont en phase. Hein. L'élongation résultante, ça va être la somme des deux élongations. Donc, alors, simplement, donc du coup, là, la personne, elle va entendre un bruit important, du coup. Hein, elle va entendre un bruit plus important que s'il y avait une seule source. Bon, simplement, on va être précis sur ce que fait le tympan à chaque date. Hein. Comment donc la modification créée sur le tympan à chaque date. Alors on va être précis. Donc à la date T1, le tympan est ici. Hein. Voilà, le tympan est ici. Alors ça, je vais peut-être le mettre. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. À la date T1, le tympan est ici. Donc quelle est la pression au niveau du tympan? Eh bien, on a une surpression. Donc on a deux fois, hein. Donc chaque onde crée une surpression, donc on va avoir une énorme surpression au niveau du tympan, donc le tympan va être poussé, d'accord, fortement. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, voilà. Voilà, donc à la date T1, pression, voilà, pression très importante, le tympan est poussé. À la date T2, voilà, date T2, voilà, donc là, le tympan est à ce niveau-là, et donc ces deux ondes sont dans le canal auditif de la façon suivante. Alors attendez, hop, voilà. Donc à la date T2, voilà le schéma, donc le canal auditif et le tympan qui est au bout. Donc quelle est la pression sur le tympan? La pression, c'est la pression atmosphérique, hein, pour les deux ondes. Donc le tympan ne bouge pas. D'accord? Donc élongation résultante égale 0 et pas de déplacement du tympan. À la date T3 maintenant, à la date T3, le schéma est le suivant. À la date T3, alors attendez, hop. Alors, le canal auditif et le tympan. Et que vaut la pression sur le tympan? Eh bien la pression, donc on a une dépression. Donc les deux ondes engendrent, chacune d'elles engendre une dépression. Donc le tympan va énormément bouger, mais dans l'autre sens. D'accord? Dans l'autre sens. Alors c'est ce que j'ai écrit ici. Alors je reprends, hop. C'est ce que j'ai écrit ici. Et à la fin, eh bien, on est dans la même situation qu'à la date T2. La pression, c'est la pression atmosphérique. Je mets ça ici. Hop. La pression, c'est la pression atmosphérique, donc le tympan ne bouge pas. Hop. Donc si je fais un résumé, le tympan bouge beaucoup à gauche, on va dire, il bouge pas, il bouge beaucoup à droite, il bouge pas. Donc du coup, le tympan, il va vibrer énormément, du coup. D'accord? Plus que s'il y avait une seule onde. Donc dans ces cas-là, on va entendre un son très fort, et on dit qu'à ce moment-là, il y a interférence constructive. Hein, les ondes sont en phase, elles s'ajoutent bien. Voilà, donc l'effet est plus important que s'il y a une seule onde. Donc on parle d'interférence constructive. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. D'accord. Alors maintenant, voilà le deuxième cas, voilà ce qu'on va faire. Voilà. Le haut-parleur, il était ici. Le haut-parleur, il était ici, et je l'avance un tout petit peu, le premier. Hein. Je l'avance un tout petit peu, c'est tout ce que je change, sinon c'est exactement pareil. Hein. Donc du coup, voilà, voilà. Et le deuxième, je laisse où il est. Hein. Je ne le bouge pas, le deuxième, je laisse où il est. Donc voilà, tac, 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 tac.
Alors maintenant, et voilà, notre tympan, il n'a pas bougé, il est là. Alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, là on remarque, vous voyez, que à chaque date, les ondes sont les courbes sont en opposition de phase. Hein. Les ondes sont en opposition de phase, les signaux sont en opposition de phase. Donc l'élongation résultante va être nulle. D'accord, hein, l'élongation résultante va être nulle. Alors qu'est-ce qui se passe, si vous voulez? Donc, alors, on détaille juste le premier. Donc vous voyez ici, au niveau du tympan, cette onde-là crée une dépression. Cette onde-là. Donc elle va pousser le tympan dans un sens, mais cette onde-là, elle crée une surpression. D'accord? Donc les deux phénomènes s'annulent, et donc du coup le tympan ne bouge pas. D'accord? Voilà, donc le tympan est immobile, et donc du coup, on n'entend rien. Hein, c'est atténué. Hein. Si les deux ondes ne sont pas tout à fait pareilles, ça sera atténué. Et donc du coup, là, les deux ondes, elles se détruisent mutuellement, et donc on parle d'interférence destructive. Voilà, interférence destructive. Alors, maintenant, vous voyez, on a fait des petits schémas pour trouver ça, interférence constructive, onde en phase, interférence destructive, onde en opposition de phase. Bon, alors comment on pourrait savoir, comment on pourrait anticiper le résultat sans faire ces schémas, onde en phase et onde en opposition de phase? Alors, on va voir une règle, et cette règle, elle dépend, alors vous voyez ce qui a tout changé, hein, c'est le chemin parcouru par les ondes. Hein. Donc cette onde-là a parcouru ce chemin-là jusqu'au tympan, cette onde-là a parcouru ce chemin-là jusqu'au tympan, mais le cas d'avant, elle a parcouru ce chemin-là. Donc voilà, donc le chemin parcouru par les ondes est important. Alors particulièrement la différence de parcours hein, est important. Et donc cette différence de parcours, voilà, ça porte un nom, et les physiciens ont donné une lettre à ce nom, c'est delta. Voilà, donc il est très important de calculer la différence de parcours, donc j'introduis cette grandeur, voilà. Delta, la différence de parcours. Donc, si je prends le premier cas, eh bien la différence de parcours, qu'est-ce que c'est? Donc cette onde-là, elle a parcouru le chemin, hein, le parcours S2M, voilà, et cette onde-là a parcouru le chemin S1M, eh bien la différence de parcours, c'est S2M moins S1M. Voilà, donc ça, il faut le savoir en rouge, hein, c'est logique. Hein, la différence de parcours, c'est logique. Alors, maintenant, il y a deux cas selon la valeur de delta, hein, voilà, la différence de parcours delta. Alors voilà, le premier cas c'est celui-là. Si delta est égal à k fois lambda, donc lambda la longueur d'onde, k c'est un entier, hein, voilà, c'est un nombre entier, et bien à ce moment-là on aura des interférences constructives. D'accord. Alors en français on peut dire que si la différence de parcours est égale à un nombre entier de longueur d'onde, il y aura des interférences constructives. L'autre cas c'est le suivant. Ça ressemble un petit peu, c'est quasiment pareil. Donc si delta est égal à k plus 1,5 fois lambda, alors k plus 1,5, qu'est-ce que ça donne ça? Alors k ça vaut 0, 1, 2, 3, d'accord? Alors si k égale 0, eh bien ce nombre-là ça fait 1,5, ça fait 0,5. Si k égale 1, ça va faire 1,5. Si k égale 2, ça va faire 2,5. Bref, ce nombre-là c'est des demi-entiers. D'accord. Donc si la différence de parcours est égale à des demi-entiers de longueur d'onde, on aura affaire à des différences destructives. Alors ce qu'on va faire, on va vérifier ça avec notre petit schéma d'une façon simple, hein, dans un premier temps, puis on verra après le cas général. Alors vérification, le premier cas. Alors la différence de parcours. Alors comme j'ai pas de centimètres, j'ai rien, je vais compter, l'unité ça va être des longueurs d'onde. Hein. Donc du coup, ici, donc, de cette distance-là en longueur d'onde, ça fait combien? Ça fait une longueur d'onde, 2, 3, 4, 4,5. Hein. J'ai 4 longueurs d'onde et demie. Et ici, j'ai combien? J'ai deux longueurs d'onde et demie. Hein. Donc ça fait 4,5 fois lambda moins 2,5 fois lambda. Voilà. Et donc ça fait 2 lambda. D'accord. Et donc vous voyez, j'ai un nombre entier. Hein. Le nombre là, c'est un entier, c'est pas un demi-entier. Et comme c'est un entier, eh bien c'est des interférences constructives, c'est bien ce qu'on avait vu. D'accord. Voilà. Nombre entier, interférence constructive. Alors maintenant, le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est celui-là, interférence destructive. Donc je fais pareil, hein, même chose. Alors je compte ici, alors ici ça n'a pas dû bouger, hein, c'est 4,5 je pense. 1, 2, 3, 4,5. Et ici maintenant ça a bougé, c'est 1, 2 de lambda. D'accord. Donc du coup 4,5 moins 2 ça fait 2,5 de lambda. Donc on a un demi-entier, hein, donc interférence destructive. Alors le cas général. Le cas général, donc quand vous avez
quand vous voulez savoir s'il y a des interférences constructives et destructives, il faut calculer delta. Donc voilà, vous avez tant de centimètres, tant de mètres, et ce qu'on fait, on le divise ensuite par lambda. Donc vous avez la valeur de lambda, vous divisez. Hein. Voilà, et vous allez trouver un certain nombre. Donc là, il y a deux cas qui nous intéressent. Il y a deux cas qui nous intéressent. Eh bien, si c'est un entier, le résultat, si c'est un entier, ou si c'est un demi-entier. Vous voyez, la delta sur lambda, ça fait un demi-entier. Donc, premier cas, si c'est un entier, eh bien, on a affaire à des interférences constructives. Et si c'est un demi-entier, des interférences destructives. Voilà, ça c'est important, d'accord, pour les exercices. Alors, ensuite, les ondes lumineuses. Alors, pour fabriquer des interférences avec des ondes lumineuses, c'est pas simple. Hein, parce que par exemple, si on prend deux lampes de poche, voilà, avec les deux lampes de poche, on éclaire un mur, eh bien ça ne va pas faire une absence de lumière. D'accord? Pourquoi? Parce que les deux sources de lumière, elles ne sont pas synchrones. Voilà. Voilà. Alors on dit qu'elles ne sont pas cohérentes. Hein, le terme avec les ondes lumineuses, c'est cohérente. Alors pour avoir des sources synchrones, entre guillemets, voilà comment il faut faire. Donc on prend une seule source lumineuse, une seule. Donc cette source lumineuse envoie des rayons dans toutes les directions, et puis on prend une petite plaque avec deux petits trous, S1, S2. Voilà. Donc il va y avoir de la lumière qui va passer par S1, de la lumière qui va passer par S2, et ces lumières vont se croiser. Voilà. S1 et S2, on peut considérer ça comme des sources lumineuses. Hein. Donc du coup, les rayons vont se croiser. Et comme ces lumières viennent de la même source, eh bien, c'est des sources cohérentes, et là, donc on pourra avoir des interférences. D'accord. Voilà, voilà, c'est ce que j'ai dit ici. Alors, les sources S1 et S2, elles envoient des rayons lumineux dans toutes les directions. Alors, par exemple, donc il y a un écran en face. Donc la source S1, par exemple, elle envoie un rayon lumineux comme ça, ici, voilà, et la source S2, elle envoie ici un rayon lumineux. Donc les deux rayons lumineux vont se superposer ici. Et selon les différences de parcours, eh bien, les ondes vont être en phase ou pas en phase. Si les deux ondes sont en phase sur l'écran, eh bien, on aura beaucoup de lumière. Si les ondes sont en opposition, sont en phase, on aura absence de lumière. Donc du coup, sur l'écran, il va y avoir des régions qui vont être très lumineuses et des régions où ce ne sera pas lumineux. Voilà ce qu'on va observer. Voilà. Donc là, les ondes arrivent en phase, interférence constructive. Ici, absence de lumière, donc les ondes à ce point-là arrivent en opposition de phase, donc interférence destructive. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Voilà, interférence destructive où c'est sombre sur l'écran et où c'est très éclairé sur l'écran, interférence constructive. Alors ces taches, ces points, ces franges, on appelle ça des franges brillantes et des franges sombres. Voilà, ce vocabulaire, il faut le connaître. Voilà, et ça, on appelle ça une figure d'interférence. Alors ça, la figure d'interférence, c'est une première façon. En TP, on le fera, ça, vous verrez cette succession de tâches lumineuses. Alors c'est une première façon de les voir. Alors on peut aussi les voir par une courbe. Alors pour ça, il faut que l'écran soit muni de capteurs photosensibles. Et ces capteurs photosensibles, s'ils reçoivent de la lumière, ils vont produire une tension. Et s'ils ne reçoivent pas de lumière, ils ne vont pas produire de tension. Donc on tapisse l'écran ici de capteurs photosensibles. Ces capteurs photosensibles sont reliés à un ordinateur. Et sur l'ordinateur, on voit ce type de courbe, l'intensité lumineuse. Voilà. Donc quand on a une bosse, ça veut dire qu'on a des interférences, on a une intensité lumineuse, donc interférence constructive, et un creux, interférence destructive. Donc il faut s'habituer à voir les figures d'interférence réellement comme ça, mais aussi par une courbe. Alors, donc ces franges brillantes et sombres, eh bien, sont expliquées par la différence de parcours. Alors simplement pour les ondes lumineuses, on n'appelle pas ça différence de parcours, on appelle ça différence de chemin optique parce qu'il y a une petite différence dans la définition. Voilà, là voici la différence. La différence, c'est ça. On met l'indice, ça dépend aussi de la... Alors ça, cette formule, elle n'est pas à savoir. Autant l'autre, il faut la savoir. Celle-là, elle n'est pas à savoir. On vous la donnera. Et N, c'est l'indice de réfraction du milieu. D'accord. Voilà, si c'est de l'air, si c'est de l'eau, etc. D'accord. Alors prenons le cas où c'est de l'air. Alors si le milieu est de l'air, l'indice de réfraction vaut 1. Donc je mets 1 ici. Attendez, voilà, donc il y a 1 ici. Donc du coup, on va avoir delta égale S de M moins S1M. Voilà, d'accord, on se retrouve comme avant. Bon.
Alors, ces franges brillantes, elles sont classées. Elles ont des noms, c'est un peu bizarre tout ça. Et pareil pour les franges sombres. On va voir ça, alors c'est important pour la suite. Alors, on va voir ce qu'est une frange brillante d'ordre 0. On va voir ça. Alors je prends le cas suivant. Je m'intéresse au point M là, qui est éclairé. Je veux savoir si j'ai frange brillante ou sombre. Je veux savoir si j'ai au point M des interférences constructives ou destructives. D'accord? Au point M. Donc en face de l'écran, là, pile en face de l'écran. Alors pour ça, il faut que je calcule la différence de marche. Voilà, la différence de chemin optique, on a vu que c'était ça, dans ce cas-là. Alors, bon, il va de soi, d'après la figure, que S1M, la distance S1M est égale à la distance S2M. Donc on l'écrit. Donc du coup, la différence de chemin optique est égale à 0. La différence de parcours est égale à 0. D'accord? Alors, maintenant, je veux savoir si j'ai affaire à des interférences constructives ou destructives. Donc, je fais le petit calcul de tout à l'heure, c'est-à-dire delta sur lambda, que je vous ai dit. Donc, delta, ça vaut 0, lambda, ça vaut lambda, et donc, du coup, ça vaut 0. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a un nombre entier, c'est-à-dire qu'on n'a pas un demi-entier. Et donc, si on a un entier, eh bien, ça veut dire qu'on a des interférences constructives. Donc, du coup, ici, on va avoir de la lumière. C'est bien ce qu'on a vu ici. Regardez, pile en face, on a bien de la lumière. C'est logique. D'accord? On connaît ça. D'accord? Alors, donc ici, on va avoir donc une frange brillante. D'accord? Alors, ce que je vais donc du coup, si on a des interférences constructives, ça veut dire que je peux écrire que donc D est égal à K fois lambda entier. Donc je prends cette définition, donc je suis dans ce cas-là, interférence constructive, et je cherche la valeur de K. Donc j'isole K, donc K c'est égal à delta sur lambda. K c'est égal à delta sur lambda. Et donc j'ai delta sur lambda qui est égal à 0, delta sur lambda qui est égal à K, donc K égale 0, donc c'est logique. Voilà. Et donc le nom qu'on va donner à cette frange, on va lui donner le nom, voilà, ce nom-là, frange brillante d'ordre 0. La valeur de K porte un nom, on appelle ça l'ordre d'interférence, la valeur de K. Et donc là, ça vaut 0. Donc d'où le nom, la frange brillante au point M est nommée frange brillante d'ordre 0. Alors maintenant les autres, les autres franges. Bon, c'est un peu le même principe. Donc ici, on a vu, ça c'est la frange brillante d'ordre 0. Eh bien ça va être la frange brillante avec K égale 1, donc d'ordre 1. Donc K égale 2. Voilà. Alors maintenant ici, alors la différence de parcours c'est S2M moins S1M. Alors S2M, regardez, donc le point M il est en bas, d'accord, il est en bas le point M. Donc S2M c'est ce segment-là, et S1M c'est ce segment-là. Donc le segment S2M est plus petit. Donc la valeur ici est plus petite que là. Donc du coup on a delta négatif. Donc ici on trouve un nombre négatif. Donc ça veut dire que K est négatif. Et donc K vaut moins 1 ici. Voilà. Donc ça peut être K peut être négatif. Voilà, alors maintenant ici, eh bien, c'est les interférences destructives. Donc là, vous voyez, les valeurs, c'est 0 et 1. Donc là, ça va être des demi-entiers, ça va être 0,5. Donc K', K' égale 0,5. K', si vous voulez, c'est K plus 1 demi. Donc ça fait 0,5. Donc là, ça va faire, entre 1 et 2, ça va faire 1,5, etc. etc. D'accord? Donc toutes ces constantes, là, elles portent un nom. On appelle ça les ordres d'interférence. Voilà. Donc on va parler, par exemple, qu'est-ce que j'ai mis? La frange brillante d'ordre 1, c'est celle-là. D'accord? C'est pour nommer les franges. La frange sombre d'ordre 1,5, eh bien c'est celle-là. Voilà, ça sert à nommer les franges. Allez, je finis. Alors, vous voyez, dans mes schémas, vous voyez, j'ai fait des jolies franges, etc., etc. Mais en TP, expérimentalement, c'est pas aussi joli. Donc c'est ce que je vous montre ici. Donc quand on a deux sources qui interfèrent, deux sources lumineuses qui interfèrent, voilà le genre de figure qu'on a. Donc c'est moins joli que voilà. Donc les interférences destructives, elles sont là. Absence de lumière, voilà, absence de lumière, d'accord. Et là, constructive. Ou on peut avoir des pinceaux lumineux qui interfèrent, voilà, donc voilà, ça sera ce genre de figure. Et puis aussi, on peut avoir plus que deux sources qui interfèrent, on peut avoir 20 sources qui interfèrent, alors là, on a des figures d'interférence un peu compliquées. Voilà, c'est ce genre de figure, on travaillera là-dessus.
Alors maintenant, pour finir, il y a une grandeur qui est importante, c'est l'interfrange. Hein. Donc c'est la distance hein, qui sépare deux franges de même nature consécutives. Hein. Donc concrètement, c'est cette distance-là. Voilà. Et on a notre i. Ou la distance entre deux franges sombres consécutives. Hein. Voilà, c'est la même distance. Voilà, je crois que... Oui, je crois que j'ai fini. Hein. Voilà, j'ai fini la leçon.